Ça rend dingue, hein. Ça rend complètement dingue normalement. Mais on arrête les bêtises tout de suite. Bonjour, excusez-moi, je suis désolé de vous avoir imposé cette petite bêtise. Voilà, ceci n'est pas une punition, je suis désolé. Vous êtes tous partis, je pense. Ça devait être la 30 secondes, et puis je me suis rendu compte que j'avais des trucs qui n'étaient pas préparés, mon nouveau micro qui n'était pas branché. Est-ce que le son doit être meilleur normalement ? Et normalement, il faut tous taper dans les mains, voilà. Alors, cette petite vidéo qui m'a vraiment fait rire, moi, c'est Illuminati Reptilien sur Twitter, qui est un type très drôle, qui fait des montages vidéo comme ça. Vous avez peut-être tous vu Pénico qui est en équilibre, enfin des choses comme ça. Effectivement, on a ça dans la tête toute la journée, voilà. Le son est super, merci, oui, j'ai mis un micro. Je suis flou, mais c'est pas grave. Je suis chiffon, comme dit Alexis aujourd'hui, je suis fatigué. Je suis trop content de vous voir. Oui, le générique des Blackpool, c'est mieux. On va l'unifier, et puis on va mettre un compte à rebours chez moi aussi. On n'a pas la même configuration, Alexis et moi. On n'a pas le même setup, on ne vit pas dans la même ville, donc on ne s'échange pas les mêmes ressources de la même façon. Bon, en tout cas, voilà, je dois avoir un son à son niveau. Voilà, c'est l'oiseau fait son nid, petit à petit l'oiseau fait son nid, voilà, c'est ça. Merci Vicky, c'est gentil de me dire ça. Ça fait 2 semaines que j'étais pas venu vous voir, effectivement, une semaine très chargée pour moi ces derniers temps. Mais Alexis s'est bien occupé de vous et j'ai assisté à quelques-unes de revues de presse. Il m'a bien fait marrer. Il est particulièrement en forme. Et Alexis n'a pas eu le courage de parler de discours, non, c'est ça. Il devait le faire pour RT hier. Et il m'a dit, tu comprends, à 23h, il va falloir que je regarde ça. J'ai peur de boire. Enfin, c'était très dur pour lui. Donc il a fait un petit truc. Bon, on va commencer par ça forcément parce que c'est l'information, la non-information dont on doit absolument parler. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes en train de me parler. Alexis est toujours au top. Ouais, Alexis, il est en forme en ce moment. Il est vraiment, vraiment en forme. J'ai pas mon élastique à chibre. J'ai oublié de la mettre. Voilà. Oh, c'est cool. C'est quoi ça ? C'est un nouveau truc que j'ai là. J'ai un cadeau qui arrive. Merci. Too Bad qui a offert un abonnement. Ça, c'est cool. C'est super classe. Je vais connecter ma tablette à l'écran, comme ça vous allez pouvoir voir tout ça. Je sais plus comment ça marche tout ce merdier, mais on va y arriver. Voilà, je lance la diffusion. Parfait, ça fonctionne de mon côté. Ouais, donc je disais qu'Alex était très en forme. J'ai plein de trucs à vous raconter marrants. J'ai lu une partie de la presse. La presse de milliardaires, comme on dit. J'ai vu plein de trucs rigolos. Voilà. Je me suis levé tôt, 7h14, je vois que j'étais en train de lire les résumés. J'ai pas regardé Macron, j'ai pas eu le courage de regarder ça. Non, j'ai pas eu le courage. Dans la dèche, j'ai pas eu le courage. Voilà. J'ai fait autre chose hier. J'avais des amis à la maison, j'ai bu des coups. Voilà. On a fêté la fin de l'année un petit peu en avance, voilà. On va quand même en parler. On va voir si jamais ça apparaît normalement. Ça apparaît pas. Bah, c'est bien, ça fait sérieux ça. Ah bah si jamais j'ai pas mon. Ah bah non, ça marche pas là. Voilà, ça commence. Ça commence. Ah bah voilà, si, vous voyez que ça fonctionne. Ouais, c'était le matin, c'était quelle heure ? C'est marqué là. On voit l'heure là normalement. Ici, oui. 7h14. Le présidentiel 2022, TF1, le presse-candidat Emmanuel Macron joue la carte de l'empathie avec les Français. Vous savez, c'est un pervers narcissique. C'est un mec qui vous a humilié, qui vous a rabaissé, qui vous a fait perdre confiance en vous, qui vous a dit que vous étiez une merde, que le boulot, il fallait simplement traverser le coin de la rue et que c'était bon, voilà, tout simplement. Salut Robert Le Grutier. En fait, non. En fait, il est sympa. Voilà. Alors, c'est assez dingue. Donc, on connaissait le « J'ai changé » de Nicolas Sarkozy. Maintenant, on a le « J'ai appris » de Manu. Voilà. Et ça, c'est vous voyez, il a un petit sourcil comme ça. J'aime pas m'attaquer au physique, mais souvent les gestes en disent beaucoup. Il a un petit côté OSS 117, vous savez, quand Jean Dujardin fait comme ça avec ses sourcils. C'est dingue, c'est complètement dingue. Salut Némotep, tu as loupé Macron, tu avais conseil municipal. C'est mieux, c'est plus utile, je te cache pas. Voilà, au moins il se passe des choses, au moins tu fais quelque chose. Puis regarder Macron, c'était assez dingue comme truc. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Voilà, donc avant de s'engager de manière officielle dans la campagne, Emmanuel Macron avait à cœur de purger certains épisodes qui ont pu lui faire du tort. Voilà.
Donc, loin de l'assurance qu'il a pu parfois dégager, il a exprimé ses regrets, en particulier ces petites phrases désagréables, vous savez, le pervers narcissique, quoi, qui est vraiment désagréable, ou polémique, quand il invitait un jeune homme à traverser la rue pour trouver du boulot, ou quand il parle des gens qui réussissent dans les gares, vous savez, ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Et il dit dans certains propos, j'ai pu blesser des gens, a-t-il admis, en s'engageant à ne plus le refaire. Ah, c'est fini. Il va plus blesser les gens, il va plus être méchant. Voilà, il y a des mots qui peuvent blesser, et je pense que ce n'est jamais bon. Voilà. C'est même inacceptable car le respect fait partie de la vie politique. Voilà. Donc il avait pas beaucoup de respect pour il le dit, voilà, c'est ça, c'est complètement dingue. Il dit, disons avoir appris de ses erreurs, il est même allé jusqu'à avouer mieux aimer les Français. Il les aimait pas trop au début, voilà. Et puis maintenant, il les aime mieux. Alors, est-ce que c'est bien ? C'est mieux, c'est mieux de toute façon, mais voilà. Donc voilà le principal message. En fait, Manu, il va bien, il est sympa. C'était le principal truc qui nous a été dit. Il va laisser tomber les retraites. Hein. Il a dit que c'était... Voilà, lui il est sûr qu'il faut le faire. Il dit qu'il faut transformer le pays, c'est pas en 5 ans de toute façon qu'il veut transformer le pays. Alors en quoi on ne sait pas, c'est toujours partie du délire, vous savez, la transphonum, la transformation du pays, en quoi vers quoi. On va en reparler après. Donc voilà, il dit s'il n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature, se bornant à répéter qu'il souhaite présider jusqu'au dernier quart d'heure. Il va être là en conseil de guerre, en conseil de défense. Il sera là jusqu'au bout. Voilà, je n'ai jamais pensé qu'on pouvait faire en 5 ans tout faire, a-t-il déclaré. J'ai mal lu, hein. Il parle mieux que moi, Emmanuel Macron, il est entraîné pour ça. Il souhaitait garder de la vision pour dire « je projette le pays à 10 ans ». C'est un type, il a un plan. Voilà. Et ma caméra est vraiment particulièrement dégueulasse, je suis particulièrement flou, j'ai bu hier soir mais pas à ce point-là, voilà. Et vous savez, la transformation du pays, en fait, c'est remplacer les administrations par des formulaires, en fait. C'est ça son plan, c'est des petits formulaires. Moi, j'ai pris le train à Paris, je fais Paris-Grenoble dimanche. J'étais venu à la capitale, j'ai même pas pu voir l'élection, c'est raté. Avant, vous savez, vous avez sur le quai de la gare, vous avez votre billet, vous passez, vous montez dans le train, et puis vous êtes content d'être dans le train. Maintenant, pour ceux qui prennent souvent le train, qu'est-ce qui se passe ? Il y a les portiques. Il faut passer son QR code, sinon le portique ne s'ouvre pas. Et moi, mon QR code ne passait pas. C'était pas mon pass sanitaire, hein, je m'étais pas trompé, j'avais un bon billet, j'avais bien acheté, très cher du reste, et ça marchait pas. Et derrière le portail, il y avait la personne de la SNCF qui me disait non, il faut passez-le, monsieur, passez-le. J'ai dit mais ça passe pas, ça marche pas, regardez, j'ai mon billet imprimé. Non, passez-le, ça marche pas, ouvrez votre putain de grille. Et non, voilà. En fait, c'est ça la transformation numérique du pays. C'est des QR codes, des barrières, et des gens derrière qui vous disent que bah non, je suis désolé, la barrière s'ouvre pas. Puis bientôt, il n'y aura plus personne derrière. Voilà. Donc il a encore 5 ans de projet. Les retraites, non, en fait, ça dit, ça sera pas possible pour cette fois-ci, mais vous inquiétez pas, il pourra le refaire. Et voilà le truc. Oui, tout bad, c'est ça, c'est remplacer l'administration par des numéros verts. Remplacer l'administration par des formulaires, en fait, dans lesquels les cases ne correspondent pas à votre situation. C'est ça, c'est la modernité, la transformation numérique. Valérie Pécresse, elle veut virer 200 000 personnes pour les remplacer par des formulaires. Enfin voilà, on veut liquider le pays. En fait, mais qui le liquide, bordel de merde ? Qu'ils aillent ailleurs, je sais pas. Il y a plein de pays où il n'y a pas d'État, où il n'y a pas de fonction publique, où il n'y a pas d'État, tout simplement. Voilà, c'est fou ce qui nous arrive, c'est dingue. Donc voilà, Emmanuel Macron, c'était ni fait ni à faire. Alors tout le monde gueule à gauche et à droite en disant « Ouais, c'est scandaleux, nous aussi on veut notre émission sur TF1 en prime time pendant 2 heures. Nous aussi on veut un bilan. » Voilà. Et donc j'ai pas regardé ça. Il y a vraiment un côté pour moi pervers narcissique qui s'excuse un peu de mal se comporter avec nous tous. Voilà, je vais pas plus débriefer que ça. Je vais mettre ma tasse par terre. Ça évitera de faire du bruit. Le truc, parce que c'est quand même particulièrement éreintant. Voilà. On va commencer par le monde aujourd'hui avec plein de choses. Eh ben j'ai bien commencé mes copies d'écran. Moi, j'ai fait du bon boulot. Voilà. Ma fille est devenue la mariée de la mère. On en reparlera rapidement dans Libération en fin de revue de presse. En fin de revue de presse. C'est toute une série d'articles sur les gens qui sont morts début décembre, fin novembre, dans ce bateau, dans un de ces nombreux bateaux qui a tenté de traverser la Manche. Et il y avait une jeune femme qui voulait rejoindre son amoureux, voilà, tout simplement. C'était pas, vous savez, les horribles migrants qui veulent voler le travail des Anglais ou des Français ou des Occidentaux. C'était simplement une jeune femme qui voulait rejoindre l'homme qu'elle aimait et elle est morte sur son bateau.
Donc l'article est émouvant, bien entendu. Donc il y a un travail d'identification. Il y a 26 victimes qui ont été identifiées sur le bateau. C'était une trentaine, il y a 2 survivants. Et c'est intéressant de lire les histoires de ces familles-là. Donc Le Monde a fait sa première page sur ce sujet poignant. Et Libération a fait la même chose sur 2 pages avec des photos qu'on verra en fin de revue de presse qui humanise un petit peu ces personnes-là. C'est bien, voilà. C'est ça. Jasper 24. Oui, effectivement, si jamais il fait un deuxième quinquennat, il veut liquider. Avec Alexis, il y a très longtemps, comment il s'appelle quand Monsieur de Villepin. C'est bon, j'ai pas les prénoms le matin, moi c'est terrible. À midi j'ai les prénoms, le matin, avant midi j'ai que les noms. Quand De Villepin est devenu Premier ministre de Jacques Chirac, on voulait faire un site avec Alexis sur Internet, on faisait des sites beaucoup à l'époque, on n'avait pas Twitch, on n'avait pas tous ces trucs-là, et on voulait faire un site de liquidation de la France, vent Tour Eiffel, vent industrie française, vent machin et tout, il fallait liquider complètement le pays. C'était déjà l'énergie qui était mise en place. Effectivement, la transformation, c'est la liquidation. On va en parler avec General Electric, on va voir les résultats brillants du ministre Macron de l'époque. Vous allez voir, c'est brillant, les résultats sont brillants. Alors j'ai vu ça ce matin, ça fait réagir, on en parle. Alors je sais bien qu'ici après ça déchaîne les passions ici sur le chat. Omicron résiste davantage au vaccin, mais serait moins sévère. On est toujours sur des trucs, on est en même temps. Voilà, il est efficace au vaccin, mais moins sévère, mais vu qu'il touche plus de personnes, potentiellement c'est la merde. Voilà. Donc il n'y a que des injonctions contradictoires dans ce genre d'article-là. Est-ce que je vous en parle de ça ? Est-ce qu'on a vraiment envie de parler de ça ? Voilà. Ou est-ce qu'on passe à autre chose ? Vous voulez qu'on parle de l'Omicron ou on passe au Micron ? Vous en pensez quoi sur le chat ? On va faire des trucs stop ou encore. Vous savez comment les vieux machins sur RTL, il y a une émission stop ou encore. Vous voulez du Michel Sardou ou on passe à Michel Delpech ? Stop ou encore ? Alors au micro on passe. Ouais, on passe. Hein. Allez, on passe. Putain, vous êtes les meilleurs. Et la meilleure, c'est cool ça. Merci. Il était chiant en plus l'article. Hein. En plus je lis mal. J'ai picolé hier. Il y a encore plus dans la bouche que d'habitude. Voilà. Alexandre Benalla placé en garde à vue. Alexis vous en a forcément parlé. Il est toujours en garde à vue aujourd'hui. C'est Le Monde d'aujourd'hui daté d'hier. Alors il est en garde à vue quand même pour suspicion de blanchiment de fraude fiscale aggravée, de faux et usage de faux, d'abus de biens sociaux, de trafic d'influence et de corruption. Pas mal, on appelle ça la totale dans le milieu. Il est soupçonné d'avoir joué un rôle avant et après son départ à l'Elysée dans 2 contrats avec 2 oligarques russes visés par une enquête pour corruption. Monsieur Iskander Makhmudov et Farhad, et j'ai raté le truc, j'ai pas le machin. Ouais. Allez. Tac, je viens de voir passer un abonnement là, qui vient d'arriver. Un nouveau follow, voilà. Bienvenue, Sinom6292, bienvenue à toi. Je crois que tu t'appelles comme ça, 6292. Bon voilà. Et par contre, Macron a défendu, hein. Il dit c'était une affaire d'été, pas une affaire d'État. Il a récupéré le vieux jeu de mots foireux qu'ils avaient inventé en début de quinquennat, et en disant qu'il avait tout de suite été sanctionné. En fait, c'est pas vrai, il n'avait pas été sanctionné, monsieur Alexandre Benalla. Béni les bons tuyaux, ouais, voilà, c'est ça. C'est vieux comme information, et oui, parce que il est toujours en garde à vue apparemment. Ce matin j'ai regardé, apparemment il a pas été, ça peut durer longtemps, une garde à vue, c'est long. Moi j'en ai fait une quand j'étais jeune de garde à vue, j'avais fait des conneries, j'avais piqué un tractopelle en état d'ébriété dans Grenoble, et voilà, les policiers m'avaient arrêté, hein. J'étais pas allé bien loin avec le tractopelle, j'avais commencé à creuser un peu, et j'avais passé, c'était long, hein, 18 ans en garde à vue, c'est pas marrant, c'était avec le recul, 20 ans après, 25 ans après c'est marrant, mais lui, ça doit être moins marrant quand même. Moi, c'était pas corruption, de fraude fiscale aggravée, faux usage de faux, abus. Non, c'était juste j'avais trop picolé. Ça arrive. Alors, on va en parler enfin. Je vous ai gardé le meilleur article pour la fin. C'est l'article du Figaro sur le pouvoir d'achat des Français. Sur le ressenti entre votre réel pouvoir d'achat et ce que vous ressentez en fait. C'est extraordinaire, c'est fantastique. C'est un très grand truc. Et là, là, c'est un peu la merde en fait, parce que le pouvoir d'achat victime de l'inflation. Donc non seulement il n'y a pas beaucoup de ronds à la base, mais en plus tout coûte plus cher à cause des matières premières qui flambent déjà, à cause de l'argent magique qu'on a fabriqué. Forcément en fait ça crée de l'inflation, c'est mécanique. Alors déjà, en 2021, la facture énergétique a augmenté de 30 € en moyenne par mois par rapport à 2019. C'est fou, 30 € par mois, ce que ça fait. Ça fait 200 balles à l'époque. Maintenant, 200 balles, ça fait... Voilà, c'est énorme. C'est du délire. Je parle encore en francs, c'est ridicule. Ça, c'est vraiment un truc de vieux, parler en francs.
Donc ouais, non, c'est dingue. Ça, c'est complètement fou. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, Bruno Le Maire, il incite de nouvelles entreprises à faire leur part. Faire leur part, il peut pas dire, bon, augmentez les gens. Non, non, faites votre part. C'est une façon un peu élégante de... Il peut pas parler, il y a des mots tabous, augmentation de salaire, ça c'est un truc quand il voit les patrons, il peut pas dire ça. Et voilà, donc, mais par contre, faites votre part. Ouais, c'est un truc un peu sale, vous voyez, augmenter le salaire, faites votre part. C'est vraiment des gros crados, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte dans cet article-là? Bah, tout coûte plus cher. Voilà, l'inflation, c'est la merde. On voit que ça va forcément compter un peu sur le vote de l'élection présidentielle. L'ultime combat, pareil, je suis tombé sur un article complètement dingue. On va aller voir vite tous ces trucs-là, hein. Aujourd'hui, mais on verra. Donc ils ont filé du blé en fait. Ils disent on peut pas filer du blé comme ça tout le temps aux personnes. Ils ont fait le chèque, les premiers chèques solidarité énergie sont arrivés pour les comment on appelle ça, pour les foyers les plus pauvres, hein. C'est pas un gros mot la pauvreté, c'est hélas une triste réalité. Donc ils sont arrivés. Il y a Pierre-Emmanuel Barré, je sais pas si vous connaissez, sur Twitter, qui signe Salcon, qui a fait un très beau journal du confinement, qui fait un très beau journal de la campagne électorale, journal de la présidentielle. Je vous conseille de le regarder. Il a quelques conseils pour l'utilisation de ce chèque énergie. Alors, un nouveau geste sera-t-il nécessaire avant l'élection? Eh oui. Alors que les salaires ne suivent pas, ou du tout, ou du moins pas encore. Voilà. Je ne suis pas favorable à ce qu'on multiplie les chèques dans les mois qui viennent, a prévenu Bruno Le Maire, voilà, le 14 décembre, incitant de nouveau aux entreprises à faire leur part. Alors, ça c'est pas lui qui le dit, mais c'est le journaliste qui a compris que faire leur part, c'est augmenter la fiche de salaire. Voilà. Alors, les marges du gouvernement sont étroites. Le déficit attendu est près de 154 milliards d'euros. 5% du PIB en 2022, et la dette 113% du PIB, voilà. L'opposition, blablabla, ils sont pas contents, c'est mal géré, tout ce qu'on veut. Donc tout le monde est énervé, et à la fin, on a quand même Éric Woerth. Alors Éric Woerth, c'était le trésorier des LR, c'était le trésorier de la campagne électorale de Sarkozy, je crois. Je suis pas sûr de ça, il faudrait qu'on vérifie, mais voilà, c'est Éric Woerth, je dis toujours, regardez sa fiche Wikipédia, il n'y a pas un truc où il n'a pas été, il n'y a pas une carambouille de fric en fait. Il aime le pognon, lui, c'est un magicien. C'est le Houdini du pognon. Tac tac, il arrive, il sort le fric par là, il le rentre par là. Pendant la première campagne de Sarkozy, qui présumait payée par des fonds libyens, il expliquait qu'il y avait beaucoup d'aide liquide, mais que ça posait pas de problème, quoi. Voilà. Merci, Anafro Mars qui vient de suivre Le Monde Moderne. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Et donc Éric Woerth, il est fabuleux. Le problème, c'est qu'on ne peut pas continuer à compenser l'inflation avec de l'argent public. En fait, ça se creuse un peu comme ça. Et là, il y a une expression que je ne comprends pas. À un moment, il faut augmenter la production, donc créer plus de richesse, donc travailler plus, hein, c'est ce qu'il veut vous dire. Il faut que l'avion se pilote lui-même. Et j'ai pas compris. Un avion qui se pilote, ça marche pas, ça s'appelle autopilote. Il faut quand même un pilote dedans. J'ai pas compris cette phrase. Alors, je l'ai pas compris à 7h du matin quand j'ai fait cette copie d'écran et quand j'ai lu ce petit truc. Mais voilà, donc c'est une réalité économique. L'inflation est folle et galopante. Aux États-Unis, c'est 5% par mois. En France, ça arrive. Ça va être la merde. Mais vous allez voir qu'en fin de truc, c'est un ressenti. Vous allez tomber des nues, en fait, dans ce que vous allez lire. Et puis, alors là, c'est moins marrant, c'est même carrément dégueulasse. Il y a une grande enquête dans Le Monde sur une enquête tentaculaire qui fait trembler le porno français. Qui est... alors, c'est la première partie d'une enquête en 4 volumes sur un réseau. Alors, bon, je vais le faire court, hein, parce que c'est long, hein, je ne vais pas tout vous le lire. Achetez Le Monde ou téléchargez-le illégalement ou démerdez-vous. Mais il y a une paupérisation de l'image pornographique. On est loin des années 70 avec Marc Dorcel, Michel Ricot qui faisait des belles images. C'était encore filmé en film, il y avait encore du film, c'était pas de la VHS, où il y avait des petits budgets, c'était foireux bien sûr, mais il y avait quand même un peu d'argent. Et puis est arrivé au début des années 2000 les tubes, en fait, la consommation de porno gratuit, où chacun mettait ce qu'il avait piraté à gauche et à droite, et en fait les acteurs, les hardeurs, je sais pas comment on dit, les performeurs, c'est le mot souvent qui est utilisé, sont ça coûte de moins en moins cher. Voilà. Pam Bleu, comment faire comprendre aux ados
que ce sont des viols organisés et que l'amour c'est pas ça. Bah, c'est souvent ce que j'explique aux adolescents. Je leur dis, c'est au mieux c'est une performance comment on appelle ça, de performeur en fait. C'est comme un sportif. C'est quand vous voyez un mec qui fait du curling, super bien. Si vous avez fait du curling, on n'y arrive pas en fait. Voilà. C'est un truc de sportif. Voilà. Alors il y a un porno éthique. Il y a des gens qui travaillent correctement, sans exploitation, sans choses horribles. Et là, alors on est vraiment tombé dans l'horreur. Donc c'est le premier volet qui explique en fait une personne qui est rabattée pour des réseaux de films ultra violents et qui étaient des viols. Hein, il a le mot est exactement celui-là. Donc c'était un père de famille rangé, voilà, qui avait une vie à peu près normale entre guillemets, je sais pas ce que ça veut dire normal, mais en tout cas qui était inséré dans la société, qui se faisait passer pour une femme sur les réseaux sociaux pour parler avec d'autres femmes, et qui s'imaginait une vie de femme très libérée, qui était un peu escorte, qui se prostituait un petit peu. Pute, prostituée, escorte, j'aime pas ce mot-là. Donc expliquer que c'était super, qu'elle faisait de l'escorting justement, que elle gagnait de l'argent grâce à ça, que c'était super, 3-4 000 euros par nuit avec des hommes formidables. Et elle s'adressait personnellement à des personnes en difficulté, dans des personnes en difficulté financière, en difficulté sociale. Et il était très fort en fait pour s'immiscer dans la vie de ces personnes-là. Et puis les merdes s'accumulant auprès de ses victimes, à un moment donné, elle dit mais écoute, t'as besoin d'argent, mais c'est encore dingue, moi j'ai encore gagné 4 000 euros en me faisant sauter par un mec, en plus t'étais super sympa, c'est devenu un ami. Écoute, si tu veux, là je dois aller le rejoindre à Reims, j'ai pas le temps, t'as qu'à y aller. Voilà. Donc ces personnes achetaient des billets de train, s'endettaient encore plus, arrivaient à Reims, ils leur faisaient payer l'hôtel, enfin des trucs, un abus terrible. Et puis les femmes se faisaient violer par le prétendu client qui payait pas, bien entendu. Donc c'est un viol. Et le truc est complètement dingue. Voilà. Donc ce qui se passe après, c'est que ces personnes-là étaient donc dans l'article, il y a une avocate de plusieurs plaignantes qui dit que le premier vol joue une fonction bien précise, celui de casser les défenses, les résistances des femmes. Ils appellent ça le viol d'abattage, en fait. Donc, une fois que ces personnes ont été abîmées par cette personne-là, elle rappelait donc la femme qu'elle n'avait pas compris, en fait, que c'était le mec. Je suis très flou aujourd'hui, ça c'est troublant comme truc. Cette ordure continue à se faire passer pour Axel, donc cette fameuse femme qui n'existait pas, et qui à terme leur dit attends, c'est pas compliqué, maintenant ce que je te propose c'est d'aller faire des films porno, je connais un mec super sympa, tu verras, les images sont pas vues en France, c'est uniquement au Canada que c'est vu, c'est des films porno privés, bon ça n'existe pas, allez-y, voilà. Donc le mec est en prison, toute cette équipe est en prison, et la suite demain de l'enquête aujourd'hui, on va être divulguée. Et c'est absolument répugnant. Là, on est vraiment sur des viols en bande organisée, voilà, des choses horribles. Voilà. Donc c'est une enquête du monde qui a eu accès aux éléments d'enquête. Voilà. Cette histoire, qu'est-ce que vous dites sur ça ? C'est l'histoire qui est floue. Non, c'est assez précis, je crois. Voilà, donc c'est horrible ce truc-là. Et après, ce qui se passe, c'est que ça va aller loin en fait dans le porno français, puisque ces gens-là vendent leurs images, c'est-à-dire qu'ils tombent donc sur des personnes qui sont en difficulté, qui peuvent pas se défendre. Ils font des vidéos monstrueuses et ensuite elles sont revendues à des réseaux, notamment le fameux Jackie et Michel, notamment même les éditions Marc Dorcel, qui rachètent à bas prix en fait. C'est la numérisation du porno en fait. Voilà, vous achetez des images, vous faites signer un petit papier comme quoi il y a un droit à l'image, mais derrière c'est hélas des viols, pas tout le temps, mais ça arrive, voilà. Ils vont monter un club de théâtre en prison, ouais, peut-être, ça serait bien, voilà. Ouais, c'est ça, mais c'est un grand sujet là. Il y a Valérie en Suisse qui dit que mon fils a des cours d'information sexuelle et il a avoué que la majorité de ses copains, et sûrement lui du reste, sûrement ton fils aussi, ont vu des images porno à 13 ans. Et alors il y a la CNIL qui a demandé, ou le CSA, je sais plus, qui a demandé aux 5 ou 6 principaux sites pornographiques en France de bloquer leur accès. C'est la CNIL qui l'a demandé, c'est pas le CSA, c'est la CNIL qui l'a demandé. Ils vont avoir des problèmes techniques en fait pour le faire. Mais effectivement, la pornographie aujourd'hui est devenue complètement transparente pour des jeunes qui ont un smartphone. Il suffit de taper porno, machin, ce qu'on veut du reste, et on tombe sur les vidéos qui sont accessibles tout de suite. Et bien sûr que ça s'échange. Alors il y a des contrôles parentaux, moi j'en ai mis un surtout de mes enfants, je passe pour un facho bien sûr, mais il faut protéger, c'est pas la sexualité, ce truc-là, bien entendu. Je vais pas vous lire les extraits parce que c'est poignant, c'est trop dur comme truc, c'est trop dégueulasse, voilà.
Et puis il y a la page ID, sans transition, hein, sans transition, on passe du coq à l'âne. L'hyperconcentration des médias est un fléau médiatique, social et démocratique. Waouh! Il y a 250 professionnels de la presse, de la télévision, qui en 2021 nous disent merci pour l'abonnement Vali. Vali. 95 120. Merci, c'est cool, c'est gentil. Tu peux réclamer ton élastique à chibre si tu veux. Tu envoies une petite enveloppe à l'adresse que j'ai pas. C'est horrible. Regardez les lives d'Alexis, il la met tout le temps la retape pour l'élastique à chibre. On a encore reçu une quinzaine de demandes hier. On va tous vous envoyer avant Noël. Ça va arriver avant Noël chez vous. On va en parler après des élastiques. Donc voilà, il y a un collectif de professionnels qui disent que quand même l'hyperconcentration des médias est un fléau médiatique, social et démocratique. Et ben ça c'est classe, et ils militent pour la création d'un statut juridique pour les rédactions qui permettrait de graver dans le marbre leur indépendance et de limiter tout interventionniste des actionnaires, voilà. Ou autocensure, c'est souvent un problème d'autocensure. Et dans la même page idée, il y a Joseph Daniel, qui est un ancien membre du CSA, qui considère que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, porte une lourde responsabilité dans le phénomène qui a porté Zemmour. Voilà. Le Conseil supérieur a permis à CNews de devenir une chaîne d'opinion en laissant la télévision de Vincent Bolloré faire fi de toute convention de la TNT et qui déplore l'ancien membre de l'instance de contrôle des médias. C'est vrai qu'ils sont en roue libre, mais complet, les mecs de chez... de chez CNews. Voilà. Je regarde de temps en temps, c'est quand même terrible, quoi. Voilà. L'adresse, Le Monde Moderne, mais merci, vous êtes géniaux. Le Monde Moderne, c'est 112 avenue de Paris, voilà. CS. Oh là 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 là. Tac. Alors Robert Le Grutier, tu as envoyé ta demande, on l'a reçu, et on va dédicacer, tu nous as demandé une dédicace, on va te faire une dédicace bien sûr, et Alexis m'a dit on l'a reçu hier, voilà, donc il va m'envoyer chez moi, et c'est moi qui vais te renvoyer le truc, c'est étonnant de faire une dédicace, c'est la première que je fais de ma vie, mais pour toi, je l'en ferai une juste pour toi. Hein. Et l'adresse, c'est donc 112 avenue de Paris, CS 60002, 94 306, Vincennes, CEDEX. Et vous envoyez juste une enveloppe avec un timbre dessus, votre adresse, et boum, on vous renvoie le petit symbole de notre petite matinale rigolote. Voilà. Rapidement, challenge. Moi, j'aime bien les petits trucs comme ça, rapides de challenge. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Alors, les salariés d'Hermès ont obtenu le paiement d'un 17e mois. Donc, ben voilà, pour Hermès, ça marche, Hermès, on dirait. 17e mois de salaire. Ça fait 5 mois de plus. C'est bon, ça m'a fait sourire ce matin. C'est bien. Les avocats de Google ont approché l'autorité de la concurrence pour négocier des engagements en échange d'un abandon de procédure sur le fond. Voilà. Donc ils ont une position dominante sur les moteurs de recherche, j'imagine, dont ils abusent. Et vous voyez, c'est comme vous avez allez, on va exagérer. Un tueur en série. Il dit écoutez, vous ne mettez pas en prison. Hein. Par contre, je vais prendre des engagements de plus tuer des gens. Donc, on va voir comment ça va se passer. C'est toujours rigolo ce genre de petits arrangements entre puissants. Qu'est-ce qu'il y a de rigolo? Alors, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique va analyser la déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron d'ici à mi-janvier. Donc ça, c'est cool. Il y a Ségolène Royal, elle est super, Ségolène, qui est très en colère contre Anne Hidalgo. Elle n'est pas contente parce que la maire de Paris avait annoncé qu'elle ne se présenterait pas à la présidentielle. On ne peut plus raconter n'importe quoi et faire le contraire. On ne bâtit pas une campagne sur des mensonges. Elle est énervée. L'union ne se décide pas sur un plateau de télévision, c'est un travail, un respect. Voilà. Son conseil d'amis, qu'elle se retire. Voilà. Parce que quand même, elle est en colère, Ségolène. Elle se serait bien vue encore se présenter comme égérie de plus personne, en fait. C'est fini, Ségolène Royal. Il faut rentrer, madame. Avec Manuel Valls, il faut rentrer à la maison et puis nous foutre la paix un peu. Voilà, Darmanin est soulagé par la défaite de Bertrand. C'est son meilleur copain, il est soulagé par sa défaite. Il dit, parce que d'abord, ça aurait été plus dur, parce que c'est un ami, déjà. Ils sont copains comme cochons. Bertrand et... Xavier, pardon, et Gérald. Et puis, Xavier Bertrand, ça aurait été plus compliqué pour Emmanuel Macron parce que Xavier Bertrand, c'est le social, alors que Valérie Pécresse, c'est Versailles plus la technocratie. Super. C'est rigolo, il se tire dessus, c'est marrant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'entourage d'Emmanuel Macron espère un soutien public de Mbappé en cas de second tour face à l'extrême droite. Voilà. Yannick Noah aussi, ils ont tous les gens d'origine africaine venir avec eux. Il n'était pas africain du reste, Noah. Il est africain, Yannick Noah, d'origine africaine. Voilà, c'est dingue. Et puis le budget final du meeting de Villepin d'Éric Zemmour, 550 000 euros. Il est fric, hein.
Il y a du fric. Hein. Bonjour tous ceux qui nous suivent, là, qui arrivent, qui suivent le monde moderne. Merci, je vous remercie pas en direct à chaque fois, parce que je vous vois pas tous, je regarde ma tablette sur le côté, vous le voyez. En tout cas, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre de marrant dans le truc? Et puis non, alors ça par contre, voilà. Alors ça, c'est pas marrant, ça. General Electric, alors ils disent GE, hein, ils disent pas General Electric, parce que c'est le vrai nom d'entreprise et c'est emmerdant. L'américain qui a déboulonné Alstom. Donc, emploi, recherche et développement, finance, 7 ans après le rachat, le bilan du conglomérat est désastreux en France et à Belfort. Emmanuel Macron, qui l'avait soutenu, doit annoncer la reprise par EDF des stratégiques turbines Arabelle. Voilà. Donc à l'époque, Emmanuel Macron n'était pas encore ministre. Alstom était extrêmement mal géré. Et, je vous le fais vite, hein, propose à l'arrache à Arnaud de Montebourg, c'est le mec au téléphone qui fait des blagues téléphoniques à Jean-Luc Mélenchon, et il le met devant le fait accompli. On a une proposition de rachat de General Electric. Alors General Electric, c'est un conglomérat, hein, ils font pas que de l'électricité, c'est une vieille entreprise américaine fondée par Thomas Edison, c'est quand même pas n'importe qui. Voilà, en disant c'est bon, c'est réglé, il le met devant le fait accompli. Montebourg est quand même contre, il y a beaucoup de services français, économiques, notamment stratégiques au niveau militaire, qui dit on peut pas parce que Alstom fabrique entre autres des turbines, les fameuses turbines Arabelle, qui sont utilisées pour toutes les centrales nucléaires qu'on vend aux pays étrangers et qui sont aussi utilisées pour nos véhicules de guerre, pour nos sous-marins nucléaires et pour nos porte-avions nucléaires. Voilà, parce qu'une fois qu'il y a un moteur nucléaire, il faut qu'il y ait une turbine qui transforme en électricité la force, voilà, qui transforme en électricité c'est après le réacteur en fait. Je suis nul en truc nucléaire. Voilà. Enfin, il y a besoin de ces putains de turbines et c'est la haute technologie française. Voilà. Donc, au final, comment il s'appelle? Montebourg est contre. Apparemment, il dit qu'il était contre à l'époque. Il se fait virer par Hollande parce qu'il était un peu lourd. Ils mettent le gentil Emmanuel Macron, le jeune Emmanuel Macron qui quitte l'Élysée pour reprendre le ministère des Finances. Et lui trouve ça super. Il valide. 12,4 milliards d'euros. Impeccable. Allez, transformation numérique, liquidation, on vend ça aux Américains. Avec, bien entendu, ça va être super. Alors, une fois que ça appartient aux Américains, c'est une technologie américaine. Si Alstom, General Electric, veut pas vendre de turbines pour réparer celle du Charles de Gaulle, notre sous-marin, notre porte-avions, ou sur des nouvelles technologies de sous-marins, ils peuvent mettre un veto. Pareil, si on vend une centrale nucléaire dans un autre pays où on a besoin de la fameuse turbine Arabelle, ils pouvaient mettre un veto. Ils peuvent toujours mettre un veto. Voilà, donc caisse sociale. Donc les résultats, c'est quand même ça, c'est fort. 11 000 salariés en France en 2021 contre 20 000 en 2015, pas mal. 3 000 salariés à Belfort contre 4 200 en 2015. Et 1237 salariés dans les turbines à gaz contre 2000 en 2015. Voilà. Donc c'est un fiasco total. Voilà. C'est la transformation numérique, c'est ce qu'ils veulent faire. Hein. C'est le sabrage complet de la France. Voilà. Le président est responsable de ce bilan catastrophique de l'opération qui a détruit 1400 emplois dans ma ville, à Seine. Damien Mesmeau, le maire de Belfort, un maire LR. Il a failli à préserver les intérêts nationaux. Ce deal est une tâche indélébile. Et il a raison. Alors il y a des questions qu'on se pose sur un deal, comme ils disent, sur un deal, parce que c'était un mec de Fusac à la base, hein, fusion-acquisition Macron, c'est son ADN, c'est la Fusac, comme ils disent. Il y a 12,4 milliards, il y a toujours des dessous de table. Voilà. Toujours, c'est obligé. Et voilà, donc là on a la magnifique, c'est beau, hein, c'est magnifique l'industrie. Voilà, on a la magnifique turbine Arabelle, voilà, ce bijou technologique destiné notamment aux futurs EPR, parce qu'on va faire plein de petits EPR en France. On n'a pas été foutu d'en faire un, mais on en a besoin d'un pour la suite. Et puis non, mais c'est beau, c'est la technologie, c'est un savoir-faire français. Donc ils ont pompé absolument tout. Ils ont pris les brevets, hein, ils ont pris la technologie, ils ont pris les machins. On avait un savoir-faire quand même chez Alstom. Donc les Américains ont tout récupéré. Et puis, ils ont surtout siphonné le blé. Mais oui, quand même. Alors, une étude du cabinet SACEF, mandatée par les représentants du personnel de General Electric, confirmait ce diagnostic début novembre. Il estimait les fonds transférés vers les paradis fiscaux depuis l'entité Belfortaine à 1 milliard d'euros. Redevance de marque transférée au Delaware, redevance de technologie transférée en Suisse, marge sur les pièces détachées produites à Belfort mais enregistrées en Suisse,
L'évasion fiscale est avérée, dénoncée intersyndicale le 10 novembre. GE détourne de façon disproportionnée et abusive la valeur et la richesse produite à Belfort. Voilà, c'est ça le truc, vous comprenez ? C'est le plan, c'est le projet, c'est ça. Et puis, maintenant on va parler d'un truc marrant, on va parler des NFT. Alors le NFT, on avait beaucoup demandé à Alexis, il comprend rien au NFT. Moi je comprends un peu, lui il comprend rien au NFT, il m'a dit il faut que tu expliques aux gens les NFT. On a fait ces petits bracelets, au début c'était une blague au téléphone avec Alexis, on trouvait que le truc pas bracelet à chibre, pardon, élastique à chibre, ça nous faisait rigoler, c'est vulgaire, c'est marrant, c'est français, allez hop. Et puis, on a fait ces petits élastiques pour rire, ça nous amusait, il y en a 300, on vous les envoie, voilà. Et puis on s'est dit, on faudrait qu'on fasse un truc plus dans l'air du temps, parce qu'un petit bracelet en plastique chinois qui pollue et phosphorescent, il nous faut des NFT. Alors le NFT, c'est un non-fungible token, donc c'est un jeton sur une crypto-monnaie, mais qui est identifiable et unique. Pour simplifier les choses, un bitcoin, c'est un bitcoin, vous pouvez l'échanger, vous ne pouvez pas l'échanger parce qu'un bitcoin, ça vaut 50 000 $ aujourd'hui, 43 000 euros. Moi, j'ai pas de bitcoin. Mais un bitcoin est égal à un bitcoin, il n'y a pas d'unicité en fait, c'est juste une valeur sur votre compte. Alors qu'un NFT, c'est un jeton qui est unique. Donc ça permet de régler des problématiques, c'est assez intéressant, de titre de propriété, puisqu'il est inscrit sur une blockchain et qu'il n'est pas piratable. En fait, on peut pas le changer. Une fois qu'il est inscrit sur la blockchain, on peut pas. Et notamment sur la blockchain Ethereum. Et ça, c'est important. Ethereum, c'est une blockchain qui arrive après Bitcoin et qui permet de passer autre chose que des transactions de Bitcoin sur la blockchain Bitcoin. On le met sur une blockchain qui s'appelle Ethereum, c'est la monnaie, et on peut mettre ce qu'on appelle des smart contracts. En fait, c'est des programmes informatiques et on peut exécuter un programme. Et une blockchain, c'est simplement un registre qui est partagé par tout le monde. On remplace la confiance par la transparence. Tout le monde a le registre. Tout le monde peut vérifier que j'ai bien tel argent sur mon compte. Et si jamais je veux envoyer plus que j'ai, tout le monde va dire, non, tu peux pas envoyer cette transaction-là, on interdit parce que tu n'as pas cet argent-là. Voilà. Je vous le fais en gros, il y a une émission super intéressante sur Arte qui s'appelle Satoshi Nakamoto, ou qui est Satoshi Nakamoto, qui est l'inventeur du Bitcoin, enfin la personne qui dit avoir inventé le Bitcoin, on ne sait pas réellement qui c'est, et c'est bien foutu, c'est 6 fois 10 minutes et ça explique bien, voilà. Alors, il y a plein de gens qui s'y connaissent ici, alors c'est ultra intéressant, ça pose plein de problèmes économiques, plein de problèmes éthiques. Ça nous met devant nos responsabilités quand on a un compte sur le blockchain. On a personne, si on se plante, on perd son argent, on perd son compte. On n'a personne pour changer son mot de passe, donc tout le monde ne peut pas manipuler ça. Et donc il y a la vérité et l'euphorie autour des NFT. Donc il y a un truc qui m'a fait rire. Ils expliquent bien le machin. Voilà, entre culture, tech et finance, le marché des non-fungibles tokens, ces fameux certificats de propriété numérique explosent, attirant geeks et escrocs. Voilà. Et on s'était toujours dit avec Alexis qu'à la fin, on finirait par vendre des compléments alimentaires sur le monde moderne. Donc maintenant, il faut qu'on fasse des NFT. Alors, on ne veut pas vendre les NFT, on aimerait vous les offrir. Et après, si vous voulez les vendre, ça serait formidable. Ça serait rigolo en tout cas, ça serait un symbole rigolo. Le problème aujourd'hui, c'est que si on veut les faire sur la plateforme Ethereum, il y a des frais qui sont extrêmement élevés. L'Ethereum, donc c'est la monnaie, est très chère. Et pour juste le recevoir, on vous l'envoyer, on a regardé, c'est pratiquement 90 €. Donc on a 300 NFT envoyés, on n'a pas les moyens de ça, on voudrait dépenser l'argent pour des choses peut-être plus utiles que pour ça, que pour la blagounette. Donc on est en train de voir sur d'autres blockchains, où il n'y aurait pas de frais, ou peu de frais, des frais à 10 centimes, donc ça c'est quelque chose qui est jouable, et on pourrait donc vous envoyer, ou ceux qui ont un bracelet, pourraient recevoir le NFT. Voilà. Polygone, c'est une vraie question. Alors, ceux qui sont experts sur ce sujet-là, qui ont des idées, vous pouvez venir me parler pas sur le chat, en message privé, et je vous répondrai. Polygone, on y a pensé aussi, on a pensé à Maillard aussi, à Elrond. On regarde ça, on n'est pas expert, Alexis, moi c'est des choses qui m'intéressent. Monter notre propre blockchain, on n'a pas les moyens. Ce serait rigolo, effectivement, d'avoir notre blockchain à nous, on serait que 2 à vérifier avec Alexis. Voilà, on peut pas. Et promis, on va les faire. Voilà. Et puis on aimerait ensuite pouvoir... Oui, alors il faut un wallet. Pour avoir un NFT, bien sûr qu'il faut un wallet. Ça, c'est évident. On aimerait faire un truc propre, en fait. On voudrait pas qu'en jouant avec ça, vous perdez de l'argent ou quoi que ce soit. On veut que ça vous coûte 0. On veut vraiment vous filer ça comme ça. Il faut un wallet, effectivement, pour faire ça. Et alors, il y a plein de vidéos sur Internet, il y a plein de spécialistes, il y a plein de gens sérieux, il y a plein d'escrocs, il y a plein de trucs. On aimerait faire un truc comme ça. Vous préférez le Monopoly? Ouais, aussi, c'est pareil, c'est la même chose. Un Monopoly du monde moderne, ça serait chouette. Voilà. Ça serait rigolo.
Je vais remettre ma tablette qui a planté. Donc voilà, on va le faire. Quand on ne sait pas, on aimerait le faire pour le début de l'année, on aimerait que ça aille vite en fait, qu'on passe à autre chose. Parce qu'ensuite on a le projet, le Scanus aussi qu'on veut lancer. Voilà. Après l'Elastic Achille. Parfait. Je voudrais bien, je sais pas où est ton message privé, mais je voudrais bien avoir un NFT. Ça va arriver. Alors, on va faire des formulaires, des trucs et tout. Pour l'instant, on veut que ça vous coûte 0. Voilà. En frais, parce qu'on va les donner et on aimerait les faire sur une blockchain. Donc, voilà, peut-être Polygon ou Maya, on verra comment on fait. Voilà. Le Scanus, comme scanner Anus, en fait. C'est pour remplacer les QR codes. C'est un truc, on bosse dessus avec Alexis. NFT égale MST, je sais pas, je crois pas, peut-être. Voilà, donc c'est intéressant, cette technologie-là. Voilà. Parce que oui, dans ce cadre rigolo, c'est qu'une fois que vous auriez votre NFT, si vous le vendez à quelqu'un, l'intérêt en fait du NFT, c'est que vous savez exactement à qui il a appartenu, combien il a été vendu, contre quoi il a été échangé. Donc on crée de la traçabilité. Alors le marché de l'art est très friand de ça, puisque c'est un des premiers marchés qui a misé principalement sur la valeur qu'on met dans une œuvre d'art. C'est comme un gestalt en fait. Qu'est-ce que l'œuvre d'art a comme argent? Quand Bernard Arnault achète une œuvre 30 millions, elle vaut 30 millions. Il y a 30 millions qui ont été mis dedans. Voilà. Et que le jour où la personne va la revendre, en général, on va s'intéresser à qui Bernard Arnault a mis dans cette œuvre-là, qui est un très grand collectionneur d'art. Donc c'est un marché de l'art qui a toujours été très, très fort pour ça, en fait, pour enregistrer la valeur d'une œuvre. Le NFT, c'est un petit peu la même chose, avec une immuabilité dans l'enregistrement des valeurs, et donc un NFT peut aussi embarquer l'historique de tous les propriétaires d'un objet que vous avez acheté, une montre ou une grande bouteille de vin. Vous pouvez avoir la liste de leurs précédents détenteurs. Voilà. Donc c'est... Et puis après, dans le métavers, vous allez pouvoir porter prouver que vous avez bien tel vêtement. Donc dans le métavers, vous pourriez avoir votre NFT. Donc on en rigole beaucoup, ça nous fait marrer. Pour les plus geeks d'entre vous, pour les plus amusés, voilà, on va faire un truc, on va passer à autre chose. Mais en tout cas, voilà, on s'y attelle avec Alexis, promis, on va le faire. On va passer au Figaro avec cette page où j'ai pas grand chose à vous dire. Je l'ai prise par erreur. Voilà. Donc là, sachez-le, la France se dote d'une nouvelle capacité de surveillance spatiale. Voilà. Il faut qu'on puisse un peu observer ce qui se passe. Et il est bien, on n'aura pas de présidentielle à Noël. J'ai pas lu ces articles-là, je vous offre les titres, ça me fait plaisir, c'est cadeau. Et regardez, Cruello qui transforme sa mue, sa barbe, elle va être complètement blanche, et il sera président un jour, lui. Il veut en tout cas, il en a très envie. L'ex-premier ministre est vu par ses soutiens comme une arme pour capter l'électorat du centre-droit, lorgné par la candidate LR en fait. Lui, c'est le rempart de droite. Après, il considère qu'ils sont complètement radicalisés. Il le dit lui-même, il a raison du reste. Édouard Philippe, il dit pour exister, on a complètement pris, ils sont obligés d'aller taper du côté de l'extrême droite. Et donc voilà, il y a un petit article dans le Figaro qui explique qu'il est super déjà, il nous explique quand même clairement qu'il est top, Philippe. Édouard Philippe, Doudou, et que c'est le rempart contre l'extrême droite LR qui est complètement radicalisé selon eux. Voilà. Et puis, alors j'ai pris cette petite photo-là pour, vous savez, voilà, il a pris un coup de vieux, Jean-François Copé. Voilà, ce vieux Jean-François Copé, donc elle était à Meaux, comme elle s'appelle, Valérie Pécresse, et elle veut une police de proximité. Une police de proximité que Nicolas Sarkozy a détruite sous ses différentes fonctions de ministre et de président de la République. Il disait les policiers ne doivent pas jouer au foot avec les voyous, voilà, alors qu'il n'y a que ça qui marche, hein, de la proximité. Et donc ça m'a fait plaisir d'avoir Jean-François Copé qui existe à travers cette photo dans nos cœurs. Voilà. Et puis en bas, Patrick Stefanini, la pièce maîtresse de la candidate. Voilà. Ça, c'est Patrick Stefanini, c'est le faiseur de roi, c'est l'éminence grise derrière beaucoup de campagnes électorales. Raté, beaucoup de réussites, Chirac. Beaucoup de ratés aussi, avec notamment Fillon. Bon, c'était pas de la faute de Stefanini, c'était un peu la faute de Fillon là, sur ce coup-là. C'est sa dernière campagne, c'est son dernier rodéo. Voilà, ce sera ma dernière campagne. Sourit Patrick Stefanini, à 68 ans, il accompagne pour la 3e fois un candidat dans la conquête de l'Élysée. Voilà. C'est un homme de décision qui s'est tranché. Voilà avec quoi Valérie Pécresse va essayer de s'en sortir.
Et puis, toujours dans la campagne électorale, la Banque de la démocratie à nouveau plébiscité. Donc la Banque de la démocratie, c'était une idée de François Bayrou, allié centriste d'Emmanuel Macron, qui, le gros problème pour beaucoup de partis politiques qui n'ont pas d'argent, notamment des gros d'avant qui sont tout petits aujourd'hui, c'est que les frais de campagne sont remboursés par le Conseil d'État, via le Conseil d'État, je ne sais pas qui paye, avec nos impôts, hein. Les frais sont remboursés à partir de 5%. Et quand les sondages vous disent que vous êtes entre 0 et 4, les banques, elles prêtent pas. Voilà, elles disent, non, je ne peux pas vous prêter de l'argent, on ne peut pas me rembourser. Donc c'est la merde. Et donc ils se disent, ce qui serait bien, c'est qu'on ait notre banque à nous, la Banque de la démocratie. Oui. Donc François Bayrou avait proposé l'idée en 2017, il devait permettre aux candidats de financer les campagnes électorales en cas de défaillance avérée du marché. Oui. Pour une fois, c'est marrant, la main visible de l'économie de l'État ne fonctionne pas, donc ça serait bien quand même que là l'État elle soit prête pour mettre un peu d'argent quand même. Alors ils ont mis un médiateur du crédit. Donc bonjour, je suis médiateur du crédit, vous voulez pas donner de l'argent à madame... je sais pas, à monsieur machin, à madame machin qui veut se présenter, monsieur... C'est qui les bons, ils sont tout en bas, monsieur Jadot. Monsieur Jadot, il peut s'en sortir, lui, il est peut-être au-dessus des 5. Mais c'est la maire de Paris, voilà. Je suis le médiateur du crédit, ça serait quand même cool si vous pouviez donner un peu d'argent à cette dame, elle est bien. Et à l'approche, alors ça m'a fait rire, à l'approche de l'échéance ultime. L'échéance ultime, c'est la présidentielle. Putain, on dirait un film de Steven Seagal, l'échéance ultime. C'était l'ultime décision qui était géniale avec Steven Seagal et Kurt Russell. Voilà. À l'approche de l'échéance ultime, Yael Braun-Pivet et Philippe Gosselin veulent se montrer lucides et instaurer la Banque de la démocratie, réponse la plus pérenne, et si en peu de temps ça semble irréalisable, d'autres possibilités sont évoquées, à l'instar du remplacement du seuil de remboursement actuellement fixé à 5% des suffrages exprimés par un baromètre proportionnel simple et équitable. Un baromètre proportionnel simple et équitable. Bon voilà, ils veulent surtout qu'on leur file du blé pour leur campagne électorale, nos chers... nos élites politiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le Figaro toujours ? La colère qui monte chez les magistrats, qui en ont plein de cul, en fait, de ne pas avoir les moyens de faire leur boulot. Alors certes, les budgets de la santé... Non. Les budgets de la justice ont bougé un peu, ont un peu été augmentés. Voilà, mais qu'est-ce que nous dit cet article ? La persistance d'un historique de stock datant de plus de 15 ans résulte en premier lieu d'un défaut de pilotage dans l'absence d'outils et d'indicateurs fiables, et sans doute un de ces facteurs. Alors, c'est toujours le problème de pilotage. On va mettre moins d'argent, mais un meilleur pilotage. Alors ça, c'est pas vrai, hein, il faut savoir que c'est pas vrai. Alors, il y avait en 86 2,8 avocats pour un magistrat, et en 2020, on a 8 avocats pour un magistrat. Ça donne une idée des moyens qui sont mis, c'est des moyens humains qu'il faut, hein. C'est pas des méthodes, hein. C'est des gens qui travaillent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a un problème d'inflation législative, alors ça on n'y pense pas, mais l'augmentation de 142% du nombre de mots dans le droit législatif entre 2002 et 2021. 142% du nombre de mots. Donc c'est plus de travail, il faut lire, il faut écrire. Et puis c'est surtout un problème de moyens. Moi j'avais une amie juge qui me disait qu'elle achetait elle-même son papier pour ses greffières, voilà, parce que le papier arrivait tous les 3 mois, et au bout de 2 mois, il n'y a plus de papier, donc on ne peut plus imprimer, on ne peut plus renvoyer les jugements, et c'était elle qui, sur ses deniers personnels, allait acheter le papier, pour que les greffières et les greffiers puissent envoyer les jugements. Voilà. Alors les délais sont dingues, hein. Il y a 3 ans d'attente pour un divorce, c'est incroyable. Et donc les gens commencent à faire grève, les syndicats, même les juges maintenant, se mobilisent, les avocats aussi sont derrière les magistrats. Et voilà. Alors malgré, effectivement, le petit budget qu'il y a eu en plus ne suffira pas à régler tout ça. On arrive pas loin du climax un peu de Ma Revue de Presse aujourd'hui, le meilleur moment de Ma Revue de Presse, vous allez voir, vous êtes édifiés. Hausse des salaires, les entreprises sous pression. Voilà. Entre la reprise, la pénurie de main-d'œuvre, l'inflation et les demandes des salariés, les employeurs multiplient les gestes. Putain, mais multiplient les augmentations, c'est pas un geste, bordel de merde. C'est une augmentation pour améliorer le pouvoir d'achat. Et le seul geste que peut faire le patron, c'est faire une augmentation. Mais ça, l'augmentation, putain, le Figaro Économie, il a du mal. Ça le fait chier de dire ça, voilà. Ils aiment pas, hein. Putain, quand c'est pour donner d'un côté, ça les fait chier, les mecs, quand même. Alors, on va commencer par ça, donc ils sont tous là. Alors, il y a même les photos sont super, il est super, Aude Bézieux, il est graphique. Il est vraiment formidable. Les salariés du privé attendent, après 2 ans d'efforts, leur juste récompense.
C'est leur juste augmentation de salaire. Geoffrey, route Bézieux, voilà. Bon, alors Philippe Martinez, il est content, lui, ça lui plaît. Voilà, il y a même Elisabeth Borne qui dit que voilà, c'est aux branches de faire le boulot, en fait. Voilà, on a des minima, maintenant, il faut faire le boulot. Et de l'autre côté, voilà, regardez, il est super beau dans le rebond. Il faut des augmentations significatives dans les secteurs où il y a des tensions sur le recrutement et sur la main-d'œuvre. Alors lui, il le dit. Il dit le mot augmentation. Il est clair pour une fois. Et puis, on a le président de ces PME qui nous dit que dans beaucoup de PME, on a augmenté nos salariés pour éviter de se les faire piquer. Et oui, ils sont pas habitués à ça, ça les emmerde. Ça les emmerde. Alors, le meilleur moment, c'est ce moment-là. Alors lui, il est super. Il est vraiment super. Lui, c'est Thierry Pêche, c'est le directeur général de Terra Nova. Alors, Terra Nova, pour ceux qui ne savent pas, ils nous le disent ici. Terra Nova, c'est un think tank progressiste, proche du PS. Et il dit, pour l'immense majorité des Français, le solde des mesures socio-fiscales des années Macron, conjugué à la reprise de l'emploi, est positif, voire très positif, singulièrement pour les actifs. Voilà. Et alors là, exceptionnel. Le pouvoir d'achat, une passion hexagonale. C'est une passion hexagonale. Voilà. Près de 2 ans après le début de la crise sanitaire, les Français placent tout en haut de leurs préoccupations l'évolution de leur niveau de vie, ce qui devrait être excellent pour leur morale, car selon tous les instituts économiques ou centres d'études, alors financés par qui, on ne sait pas, le pouvoir d'achat a augmenté pour l'immense majorité des ménages tout au long du quinquennat d'Emmanuel Macron, et pas qu'un peu. Attention, entre 4 et 6% selon les profils de ménages, d'après les calculs du Trésor, soit bien plus que sous Nicolas Sarkozy, 3,5%, ou François Hollande, 4%. Ils étaient nuls, Emmanuel était super. Toujours selon le Trésor, la quarantaine de mesures socio-fiscales mises en place sous la mandature aurait permis d'augmenter le revenu disponible brut des ménages de 24 milliards d'euros à l'horizon 2022. Voilà. Pourtant, selon un sondage Odoxa de fin novembre, 80% des Français expriment un net sentiment de dégradation de leur pouvoir d'achat. Comment expliquer ce hiatus ? Le think tank progressiste Terra Nova tente d'apporter une réponse dans sa riche note publiée ce jeudi et intitulée « Pouvoir d'achat et niveau de vie, les bilans du quinquennat ». Pour Thierry Puech, donc je vous ai montré tout à l'heure, le directeur général du groupe de réflexion et co-auteur de l'étude, le décalage provient d'abord du fait que beaucoup de Français ne considèrent pas le pouvoir d'achat comme le revenu disponible. Je vais le refaire. Vous le lisez en même temps que moi, mieux que moi du reste. Beaucoup de Français ne considèrent pas le pouvoir d'achat comme le revenu disponible, selon la définition statistique, mais comme la part de revenus qu'ils peuvent librement arbitrer à la fin du mois, une fois payés les frais de logement, de cantine, d'alimentation, de transport. La part des petits plaisirs, comme l'expriment certains. Voilà. Toujours un petit peu infantiliser les gens quand ils dépensent de l'argent. Et le décalage entre la réalité et la perception, en fait. Vous êtes blindés, mais voilà, c'est un problème de perception, en fait, les enfants. Voilà. Dans la série Grosse connerie, bonne pioche, think tank. Ah, mais Terra Nova, c'est fantastique, Terra Nova. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a celui de Nicolas Bouzou qui est super, enfin, c'est exceptionnel. Sur le long terme, le poids des dépenses préengagées est peu compressible, a en effet nettement augmenté. Voilà. Alors voilà, selon l'INSEE, il est passé de 12% au seuil des années 1960 à 26% au milieu des années 80 et à 29% en 2019. Les trucs préengagés, c'est le salaire, c'est le loyer typiquement, c'est les frais de cantine, c'est les choses que voilà, au début du mois, il faut mettre ça de côté pour pouvoir vivre en fait. C'est l'électricité qui augmente de 30% qui augmente de 30 euros par mois sur cette année. Ça, c'est incompressible. Voilà. Cette augmentation pèse d'autant plus sur les ménages qu'elle décroît avec le niveau de vie et affecte donc plus durement les plus modestes, c'est-à-dire ceux qui ont les revenus librement arbitrables et déjà plus minces. Donc quand au 10 du mois, il vous reste 10 balles pour 10 balles, 15 balles, 20 balles, ça arrive, mais en fait c'est un problème de perception en fait, parce que tu gagnes plus d'argent qu'avant. C'est ça, c'est une histoire de sentiment. Voilà, faites un effort en fait les pauvres, vous faites chier. Ce phénomène ne peut pourtant à éclairer à lui seul la perception d'appauvrissement des Français. Car le poids des dépenses préengagées a plutôt légèrement reculé ces dernières années. Voilà. De 29,8 en 2013 à 28,8 en 2019. Enfin bon, c'est pas grand-chose. Le malentendu, alors c'est un malentendu, c'est génial, s'explique davantage par l'indécelable décalage entre la réalité et les perceptions. Ainsi, les ménages qui se rendent fréquemment à la pompe auront le sentiment de vivre dans un monde très inflationniste. Bah oui, je suis désolé, moi, quand je fous de l'argent, quand je fous de l'essence dans ma voiture, celle de ma femme, moi j'ai pas de voiture, les prix sont fous, c'est complètement dingue. Ainsi, les ménages qui se rendent fréquemment à la pompe, là je viens de vous le lire, voilà,
alors même que les prix des objets qu'ils acquièrent une fois par an, comme l'électroménager, peut baisser franchement. Mais oui, le problème, c'est qu'une friteuse, on achète une fois tous les 20 ans la friteuse. Et on va nous expliquer que la friteuse est plus moderne, qu'elle est connectée maintenant, la friteuse. Et qu'il y a 10 ans, une friteuse connectée, ça valait très cher. Donc en fait, ça coûte moins cher. Voilà. Les effets de qualité creusent encore l'écart entre les consommateurs et les statistiques. Pour ces dernières, si la qualité moyenne d'un type de bien progresse plus vite que les prix, l'inflation est négative et le pouvoir d'achat des ménages augmente. Note ainsi Terra Nova. Voilà. C'est fantastique. Voilà, c'est fantastique. Et le canard finit quand même. Les salaires nominaux seraient relativement dynamiques, mais leur progression en termes réels est plus contenue. Anticipe l'INSEE pour qui l'acquis de pouvoir d'achat moyen à mi-année serait négatif à moins 0,2%. Donc on t'explique dans tout l'article qu'en fait c'est un malentendu et c'est un problème de ressenti. C'est qu'en fait, oui, ça coûte le même prix, mais c'est mieux ce que tu achètes aujourd'hui. Il est bien ménagé qu'on achète une fois par an. Putain, moi, mon grille-pain, je l'ai acheté il y a 20 piges. Ma friteuse, c'est pareil. Je fais beaucoup de frites chez moi. C'est dingue. Voilà. Et ce monsieur-là, c'est Thierry Puech. Je sais pas, j'aimerais bien avoir monsieur Thierry Puech, moi, une fois, discuter un peu avec lui, lui expliquer ce que c'est, comment ça marche. Dans une friteuse connectée, je sais pas, ça doit exister une friteuse connectée. J'ai pas de friteuse connectée, mais tout est connecté aujourd'hui. Il faut tout connecter pour être bien, pour sur son smartphone pouvoir lancer la cuisson des frites. Voilà. Avant, ça n'existait pas, ou ça coûtait très cher. C'est un exemple que j'ai donné. Je sais pas quoi vous dire. J'aimerais bien un jour faire une émission, mais de débat ici avec ce genre de mec. Mais juste lui parler en fait, lui expliquer les choses. Bon, il est soit complètement malhonnête, soit un peu con, soit les deux. Et puis peut-être que juste en fait, il est juste un peu con, il est gentil. On pourrait lui expliquer tout ça. Voilà. Une grue connectée pour attacher 2-3 abrutis. Ça serait top avec l'application. L'application Bob le Grutier, et tu pourrais venir accrocher un mec avec la grosse pince, comme tu m'avais montré avec la voiture que tu avais balancée. On va le refaire, ça. On va le refaire en début d'année, ça avait été un grand moment. Donc voilà, donc en fait, si vous, à la fin du mois, vous avez plus de... Voilà, en fait, c'est un problème de ressenti. Si vous avez l'impression que vous gagnez moins d'argent et que tout vous coûte plus cher, ben non, c'est faux. Faites un effort, les mecs. Voilà, c'est ce que vous explique le Figaro. Par contre, Nicolas Bouzou, donc je vous parlais des trucs à la con, Nicolas Bouzou, qui est vraiment Il est économiste à peu près comme moi, je suis spécialiste en chimie biomoléculaire. Hein. Il y connaît rien, Nicolas Bouzou, c'est un sale type. Hein. Il est économiste et fondateur du cabinet Asterès. Alors, Terra Nova, ils sont cool. Asterès, extraordinaire. Je m'emporte, hein, mais je peux pas le supporter, ce type. C'est une ordure, ce type, avec son petit air comme ça et tout. Bah, quand même, hein, les pauvres, hein, quand même. Hein. Voilà, donc une spirale inflationniste n'est pas exclue. Une spirale. 5% tous les mois aux États-Unis depuis 6 mois. Voilà. Bon, on va voir comment ça se passait, tout ça. Et puis, on a dit qu'on parlait pas du Covid, mais quand même, on peut se marrer. Le vaccin anti-Covid, le chemin de croix de Sanofi, le laboratoire français qui annonçait un nouveau retard, table sur des résultats finaux au premier trimestre 2022. Alors, il avait raté l'année dernière. Ils vont le rater pour cette fin d'année. Mais premier trimestre 2022, on pourrait avoir des résultats finaux. Peut-être des résultats négatifs. Peut-être que finalement, on ne sait pas faire le vaccin. Et le problème, c'est que les précommandes pour 2022-2023 ont entièrement été passées. Ça sera pour la 6e dose, hein, Sanofi Pasteur. Il faut vous le dire, les mecs. C'est raté. Ça sera pour la 8e vague et pour la 7e dose. Ça laisse de la place à Pfizer, BioNTech et tous les copains. Voilà. C'est fichier quand même. On est le pays inventeur du putain de vaccin de merde et on n'est pas foutu d'en avoir. Bon. Ok. Dommage. Et puis... on va finir avec ça. On va finir avec ces gens qui avaient des vies, qui voulaient aller en Angleterre. Et Libération fait un très chouette travail qui retrace les vies de ces personnes-là. Et comment elles se sont trouvées sur ce putain de bateau à couler, à mourir dans l'eau froide entre la France et le Royaume-Uni. Voilà, on voit ces personnes. C'était la... Voilà. C'est des gens. Voilà, des gens comme nous. Qui voulaient juste essayer d'aller mieux, de s'en sortir, de faire des trucs. Voilà, on va finir avec eux. Avec ces... Voilà, c'est pas bien marrant, mais voilà. Libération a fait un chouette boulot. Voilà, c'était un peu larmoyant peut-être. Mais on va finir la petite revue de presse de jeudi, du jeudi 16 décembre. C'est bientôt Noël. On fera un spécial Noël la semaine prochaine avec Alexis. Le 23 ou le 24, tous les deux. Un vrai matin câlin avec plein de cadeaux, avec plein de trucs rigolos.
Vous allez le retrouver demain, Alexis. J'ai une page retape. Ah oui, j'ai pas fait la retape. Tac, la retape, elle est là. Soutenez le monde moderne. Donc, c'est le monde moderne / soutenir. Vous pouvez aller sur Patreon. Vous pouvez vous abonner ici. Vous donner un peu d'argent à Jeff Bezos. Comme ça, il peut aller dans l'espace. C'est cool aussi. Merci Nora, une fois de plus, d'être là. Merci à tous ceux qui sont à la section anti-relou. À tous, je sais pas combien vous êtes. Je sais pas combien vous étiez aujourd'hui. J'ai pas regardé les chiffres en direct. Je m'en fous un peu. Je suis là pour ceux qui sont là. C'était cool, donc vous pouvez nous soutenir. Le site va évoluer beaucoup, on a plein de trucs en préparation. 500, c'est cool, putain, 500, regardez ça avec le petit air de musique de début, vous êtes héroïque. 555, incroyable. Voilà, donc si vous voulez pas, si vous pouvez pas, c'est pas grave, restez avec nous, dites-nous des conneries, dites-nous quand c'est bien, dites-nous quand c'est pas bien aussi, on a besoin de ça, on a vraiment besoin de ça. Et un relou diplômé certifié. Alors la section anti-relou, c'est Malika et j'ai oublié notre second modérateur, je suis désolé, j'ai pas vu là ce matin qui veille à ce qu'il n'y ait pas trop de mecs trop lourds. Voilà, trop lourd, c'est des gens insultants, c'est tout. Après, il y a des gens pas d'accord avec nous, il y en a plein, c'est pas grave, et c'est bien, et c'est sain. Voilà, c'est fini. Je vais, pour vous faire partir, parce qu'il y a des choses à faire, vous remettre la petite musique de début de fin. Ça veut dire qu'il faut partir. Tous faire autre chose. Je vous embrasse, merci d'être là, c'est classe, prenez soin de vous et bonne fin de semaine. Ciao. Et oui, j'ai mis la mauvaise source. Allez, je vous mets encore 2 minutes de ces gens-là et après je coupe. Bon, et merci à tous, vous êtes top, c'est la grande classe. Faut partir là, pour ceux qui sont encore là. Je sais que c'est sympa, mais c'est malsain de regarder cette vidéo en boucle. Faut vraiment rentrer chez vous, faites des trucs. Allez, bisous.